Bonsoir. Ouais. Non, n'attendez pas de retour. Je note que vous commencez à vous dissiper quand même. Pour celles et ceux qui resteront à la conférence sur l'Eurométropole, du coup j'imagine que ça fera un peu long. Je me parle à moi-même quand je dis ça. On arrive évidemment à la clôture de ce forum DD. On va parler nouveaux imaginaires. On va essayer d'imaginer des lendemains qui chantent. Et pour ce faire, je vais demander à deux partenaires amis de longue date du forum DD de me rejoindre pour ouvrir cette séquence. Et ils ont accepté de le faire ensemble, sur un mode un peu collectif et sympathique. Lionel, Guillaume, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Hop. Donc Lionel qui a plusieurs casquettes puisque tu es directeur général de l'ESAFRE Panification, donc les experts de la levure. Ne te cache pas derrière ce fauteuil qui ne te sauvera pas de la prise de parole en public. Et par ailleurs, tu es trésorier de l'association Initiative Durable, donc c'est spécialiste des finances. Ouais. Spécialiste des finances, et tu as donc un intérêt évidemment dans le sens de la croissance de l'association. Tu pourras peut-être nous en dire un mot. Et Guillaume Brunet, nouveau venu au Forum DD, donc bienvenue, directeur de la Transfo et des grandes entreprises Caisse d'épargne Grand Est Europe. Souvent, on se dit une banque et une croissance avec du sens, c'est un oxymore, c'est une impossibilité, et pourtant il va bien falloir qu'on le finance, ce monde futur. Donc heureusement que toutes les boîtes, que toutes les banques ne sont pas comme Goldman Sachs et celles qui financent le plus la non-transition écologique. Donc vous, au fond, qu'est-ce que ça fait résonner chez vous le thème de la journée qu'on a eue? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci, effectivement, c'est ma première, Vincent. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. C'est important pour nous parce que le monde change. Le monde a changé. Et c'est aussi la thématique de la journée. C'est comment nous, banques, mais au-delà de la banque, c'est comment l'entreprise peut évoluer, peut s'adapter à un écosystème qui évolue tous les jours, qui va sans doute encore changer demain dans la nuit, à mon avis. Comment nous, Caisse d'épargne Grand Est Europe, on a fait le choix en tout cas d'un virage important, avec toujours une velléité, c'est d'accompagner nos clients et notre territoire. La première des choses, c'est que au niveau très opérationnel, très concret, on s'est posé la question de savoir ce qu'on finançait. Alors ça c'est important, c'est un élément primordial de notre métier. Et donc aujourd'hui on a mis en place des outils informatiques qui nous permettent de qualifier très précisément l'objet des crédits qu'on va accompagner au travers de nos clients professionnels et entreprises. Et puis, on a un prisme qui a changé ces quelques dernières années avec, on a des échanges quotidiens très réguliers avec nos clients chefs d'entreprise. On voit que leur méthodologie stratégique a changé et on se devait, nous aussi, de changer. Et donc, on a un prisme qu'on appelle les questionnaires ESG qui ont une double vertu. C'est d'une part de s'intéresser encore un peu plus précisément à notre entreprise, à notre client entreprise, et puis d'autre part de pouvoir trouver les réponses pour s'adapter à leurs nouveaux besoins. Et ça, c'est extrêmement important. Je le disais tout à l'heure, la banque, c'est une entreprise également avant tout. Qui dit entreprise, c'est qu'on a aussi, nous, notre devoir d'améliorer les choses, de laisser un monde pour mes 3 petits garçons que j'embrasse très fort et pour tous nos enfants et petits-enfants. Mais ça, c'est vraiment important. C'est en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Alors, depuis 5 ans, on a fait baisser, pardon, oula, ça a failli riper. On a fait baisser nos... Vous voyez qu'on peut avoir des nouveaux imaginaires un peu sympas en fin de journée. On a passé un bel après-midi avec Vincent. Non, c'est une plaisanterie. Enfin,
on a fait baisser de 15% notre impact carbone, et ça c'est extrêmement important. Par quoi? Par la rationalisation de nos espaces informatiques, par la réduction de nos flottes automobiles, et on va continuer, et on a des objectifs stratégiques hyper ambitieux sur ce sujet-là. Et puis le troisième levier, c'est qu'on essaye aussi de mettre en lumière les entreprises qui sont vertueuses sur la partie environnementale. On le fait fin novembre, on va remettre nous aussi des trophées qu'on appelle Investir l'avenir. C'est notre 2e édition et on essaye de mettre en lumière ce qui se fait de bien, un peu à l'image du forum aujourd'hui, sur la région Grand Est. Si certains sont d'ailleurs intéressés, le flashcode est juste là. Joli placement, Merci, joli placement. Vincent. Merci beaucoup. Et moi, je note que Reclaim Finance, qui font vraiment les teigneux et qui sont vraiment très durs avec les banques françaises, ne citent jamais le nom de votre organisme. Donc, c'est qu'a priori ce que vous venez de dire est vérifié, contrairement à d'autres banques qu'on ne citera pas pour ne pas faire de publicité à BNP Paribas ou Société Générale, par exemple. Voilà. Merci Vincent. Je t'en prie. Et alors Lionel, donc toi en fait tu double casquette, le SAFRE, mais tu n'avais pas tellement envie de parler de le SAFRE. Je crois que tu as vécu une journée riche, c'est la 8e fois que tu viens au forum, mais le thème de l'année t'évoquait des choses très particulières. Non, alors déjà ce qui est top ici, c'est que généralement à ce moment de l'année, on arrive fatigué, matin, on débarque fatigué et on repart avec la banane. Et chaque année, c'est pareil, on en discutait avant avec Steve depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc le sens de la croissance, il est clair pour Initiative Durable. Steve l'a dit ce matin, on a commencé à 200 il y a quelques années, on est 1200 aujourd'hui. Et je me demande si on ne va pas battre un record sur la clôture aussi, parce qu'on voulait garder les gens jusqu'au bout, parce que le sujet est intéressant. On a fermé les portes. Ouais, on a fermé les portes, pensez-moi. Et parce qu'il y a une super conférence juste derrière, je crois. Je crois que c'est pour ça. Et non, ça c'est top. Et forcément, donc pour Initiative Durable, c'est génial. Pour le SAF, je ne veux pas en parler spécifiquement, mais c'est top aussi. On en parle depuis ce matin et ça résonne le niveau du sens. Parce que Gilles l'a dit ce matin, c'est revenir sur ce qui est vivant. Et finalement, c'est la mission de le SAFRE aujourd'hui, les micro-organismes, la fermentation, que ce soit au service de l'alimentation, de l'environnement ou de tout ce qui va être la partie santé animale ou santé humaine, c'est vraiment la mission du groupe. Donc quand on parle de sens, c'est top chez le SAFRE, et quand on parle de croissance, justement aujourd'hui les fermentations, donc ce qu'on va travailler sur les micro-organismes, on va aider à développer pas mal de choses. Donc on est en croissance, mais il faut effectivement avoir une croissance à la fois durable et responsable. Et je pense que ça, on l'a vu tout au long de cette journée. Et du coup, encore une fois, ça c'est génial, et ça va continuer encore juste derrière, parce qu'on a été, je pense, extrêmement inspiré de la conférence de ce matin à finalement toute cette journée avec les différents ateliers, et un des meilleurs sujets arrive derrière, parce qu'il y a quand même le sujet du récit, et d'apprendre à revoir nos récits. Et derrière ça, je l'espère, on va rêver. Et je vais jouer un peu ton rôle, les citations. C'est pas ma spécialité, les citations, mais comme le disait Walt Disney, si on peut rêver, on peut le faire. Donc voilà, j'ai pas tout à fait les mêmes sources que toi, mais juste pour... Donc c'est vrai que, et là j'ai envie de dire, attention à la différence entre rêver, c'est top pour nous inspirer, comme on l'a vu toute cette journée, mais attention à ne pas vendre du rêve, qui est une autre chose. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet de philo. Rêver ou vendre du rêve, à vous de choisir. Et je pense que là, il faut être super vigilant, mais on le voit aujourd'hui, parce que je pense que vous comme moi, à la fin de cette journée, on va être épuisés, parce que c'est top ce qu'on a vécu, et puis à la fin, on va se dire, mais merde, comment dans mon activité, dans mon propre business, je vais pouvoir vraiment, tout ce que j'ai vu, le mettre en action. Et la première question qui va nous revenir, c'est, non mais chez nous, c'est pas possible, ou ça marchera jamais. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on va vivre derrière, apprendre à réinventer le récit, surtout pour des sociétés qui ont une culture un peu forte, ancienne, et des choses qu'on veut changer, ce fameux mindset change qu'on essaye de faire aujourd'hui dans nos sociétés, je pense que l'exercice d'après va peut-être nous aider à pouvoir reconstruire. Je vois que tu appelles beaucoup à l'exercice d'après, donc on va le faire. Merci infiniment à tous les deux. Merci Vincent, merci à tous. Merci. Je vous braque vos micros. Et effectivement, puisque ça a été appelé avec maestria par Lionel, on va finir cette journée avec une conférence sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires. Et je voudrais, pour ce faire, être rejoint sur scène par Fanny Paris et Yasmina Aubertin.
petit billet de genre, on a ouvert la journée avec 2 hommes pour décrire le réel, mais évidemment quand il s'agit d'imaginer des lendemains qui chantent, là ils sont moins motivés. Hein. Alors effectivement, il y a tout qui est en train de changer. Lionel citait à l'époque Walt Disney, donc effectivement des références solides. Et en tant que jeune papa, je ne peux quand même que considérer que même un domaine comme Walt Disney s'est incroyablement révolutionné ces dernières années en faisant rentrer la dimension environnementale très fortement dans ses fictions. Et les dimensions sociétales, puisque vous savez que les plus gros succès des pièces Disney sont effectivement ceux qui mettent en avant des femmes qui sont célibataires et heureuses de l'être. Vous avez sans doute vu La Reine des Neiges, et donc ça montre un peu la puissance de la fiction pour se libérer d'un grand nombre d'emprises, dont celle du patriarcat. Voilà, dont on va assez peu débattre par la suite, mais c'est juste que comme je viens de voir La Reine des Neiges avec ma fille, je tenais à vous livrer ce petit sentiment. Alors, on vous présente, alors vous êtes avec des noms de nouveaux métiers. Yasmina, tu conseilles en nouveaux récits et en imaginaire collectif chez Alter Fabula. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Délivrer de toute étiquette. Comment est-ce qu'on traduit ça Alors écoute, moi je réinvente mon métier tous les 4 matins. Là, si tu vas sur LinkedIn, il y a écrit « Explorons le Planet Way of Life ». Voilà, mais avant ça, j'ai travaillé beaucoup dans les médias, que ce soit un peu de presse écrite, des sites internet et beaucoup de télévision. Ensuite, j'ai travaillé dans la pub, oulala, les grands méchants, mais qui font des choses quand même assez formidables en termes de changement de récit. Et puis après, j'ai fait de la mobilisation citoyenne, donc vraiment des campagnes pour le climat, la biodiversité, les animaux menacés d'extinction, etc. Et puis aujourd'hui, je consacre la plus grande partie de mon temps à revenir dans ces industries culturelles et créatives, donc tous les fabricants de récits au sens très large, qu'on soit journaliste, auteur, producteurs de fiction, de flux, et pour les accompagner justement dans cette idée que toute prise de parole est l'occasion d'infuser des nouveaux imaginaires, nouveaux récits, de nouveaux imaginaires collectifs, et que ça peut se faire de manière très très douce et pas anxiogène et pas culpabilisante. Justement, est-ce que tu peux donner une ou deux refs de ce que tu as fait en télé qui peut montrer que les nouveaux imaginaires vont se loger dans des endroits qu'on n'imaginerait pas nécessairement, comme une série à grand succès qui, je crois, a trouvé sa fin et qui était dans une ville du sud de la France. Et qui est en train de renaître sur TF1. Incroyable. Oui, à l'époque où je travaillais pour Imagine 2050, que je représente aussi ici parce qu'on a créé une formation qui s'appelle le MOOC Imagine 2050, que vous pouvez tous aller suivre d'ailleurs sur ces nouveaux récits. On a accompagné d'abord des auteurs chez Glénat pour une collection jeunesse où on avait des auteurs qui avaient envie d'adresser ce sujet-là, mais sur son côté lumineux, donc la question des nouveaux récits désirables, et qui se heurtait, donc c'est une collection de romans qui avait réuni 4 auteurs, si mes souvenirs sont bons, et plus tard, effectivement, on a accompagné sur une saison entière les scénaristes de Plus belle la vie. Donc série qui passe tous les soirs, 3 millions de téléspectateurs à l'époque, et où il y a vraiment, on peut vraiment, il y a beaucoup d'audience, quoi. Et ces auteurs et ces scénaristes se heurtaient au même problème, en fait, quand ils avaient envie d'aborder ce sujet. Il y avait d'abord un problème de légitimité, parce qu'ils allaient aborder des questions sur lesquelles ils n'avaient aucune connaissance scientifique déjà, donc vraiment une peur de dire n'importe quoi. C'est la crise environnementale, on ne l'a pas apprise à l'école, donc là il y a des mises à jour à faire que quand on est auteur, c'est compliqué, puis il y a tellement content shock sur toutes les questions environnementales que tu sais pas voilà, si tu peux prendre la parole et si tu vas pas dire des âneries. Donc première chose, ça, un problème de connaissance, et puis après très vite, on a envie de parler de ce sujet, et ce qui vient directement à notre imagination, c'est forcément des récits dystopiques, la guerre civile, la fin du monde, l'homme est un loup pour l'homme, le chaos. Et ça, vraiment, c'est un fait. Quand on interroge aujourd'hui les gens sur quelle vision du futur ils ont, c'est la catastrophe. Et donc, on a dû répondre sur ces 2 points de manière hyper technique, en fait. La première, c'est de convoquer des scientifiques pour créer cette conversation avec eux et leur apporter une matière première sur laquelle assez fiable pour
pour leur permettre de raconter ces histoires dans ce contexte-là, et surtout d'aller sourcer, en fait, d'aller sourcer sur le terrain des histoires. Donc là, c'est intéressant d'avoir eu un petit passé dans des rédactions et d'avoir travaillé avec des journalistes, parce que vraiment, c'est de l'enquête de base. Typiquement, là, le directeur de collection Plus belle la vie dit voilà, je veux parler du blackout depuis des années, je ne sais pas comment prendre ce sujet. Donc il a fallu interroger des ingénieurs chez RTE, s'il y a un blackout, quelles sont les infrastructures qui vont tomber les premières, quelles peuvent être les conséquences, etc. Et puis aller sourcer dans le monde, dans des vrais blackouts, qu'est-ce qui s'est passé, comment la population s'est sortie de cette situation de crise, est-ce qu'ils se sont tous foutus sur la gueule ou est-ce qu'au contraire ils ont organisé de l'entraide, de la solidarité, et en fait on a des histoires mais extraordinaire à vous mettre vraiment à avoir foi en l'humanité. Moi, je vous invite tous 5 minutes par jour à avoir foi en l'humanité, parce que vraiment, quand on va sourcer les histoires, quand on va chercher du côté lumineux, on trouve des choses incroyables. Et à partir de ça, ils avaient cette boîte à outils. Nous, on ne se substitue pas du tout aux scénaristes. On ne veut pas... voilà, la dramaturgie, c'est leur métier. La façon de raconter une histoire qui marche et qui va séduire un public, c'est leur métier. Mais en revanche, leur matière première va être une matière première qu'ils vont aller puiser dans d'autres... ça va exploser le plafond de verre de leur créativité, ça va l'ouvrir et leur permettre d'aller piocher là-dedans et raconter des histoires qui ne sont pas celles qu'ils auraient racontées sans avoir eu connaissance de tout ça. Voilà. Donc on entend que c'est balbutiant, que c'est assez récent. Je suis sûr que si on faisait un sondage dans la salle et qu'on demandait qui connaît Soleil Vert, la plupart des mains se lèveraient, alors que Ecotopia, qui est un roman qui imagine qu'une partie une partie de l'ouest des États-Unis, donc ceux qui vont voter démocrate à mort ce soir, la Californie, l'Oregon, etc., font sécession pour faire un pays entièrement écologique où tous les vêtements sont réalisés sans polyester, où on se déplace sur des trains à hydrogène, sur coussins, etc. Ça reste infiniment moins connu que Soleil Vert, parce que ça fait un peu gnangnan, quoi. Voilà. Enfin, pour le dire vite, il y a une tonalité qui est moins forte pour nous attraper que, évidemment, la dystopie, et c'est pour ça que Black Mirror a toujours un temps d'avance sur Bright Mirror. Voilà. On y reviendra avec toi tout à l'heure pour commenter les travaux de notre seconde invitée, Fanny Paris. Donc tu es anthropologue, directrice de la chaire Managia, donc ça c'est ta présentation pour le forum, mais tu es surtout enseignante et directrice d'études dans l'école Strat à Lyon, et tu es aussi autrice de 2 livres qui se trouvent dehors grâce à la librairie Kléber. Les enfants gâtés, donc où tu décris très finement ce que nous avons vécu depuis le début de la journée, à savoir les limites du capitalisme responsable, de ces gens qui mettent des baskets Veja, des jeans 1083, etc., en s'imaginant qu'ils vont sauver le climat, alors qu'en fait ça ne marche pas comme ça. Mais je les aime bien quand même. Oui, qui aime bien ce type. Non, mais c'est effectivement. Enfin, tu montres bien dans une espèce d'analogie avec l'achat d'indulgence dans la religion catholique. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on est en train de faire nos bonnes actions avec du capitalisme responsable, là où c'est évidemment beaucoup trop limité. Et puis le second opus, No Carbone, qui s'interroge beaucoup effectivement sur notre croyance à résoudre une crise qui est extrêmement complexe, à savoir la crise environnementale, juste en lisant ce chiffre magique du CO2 et en le faisant baisser. C'est un résumé correct? Alors c'est un super résumé. Pour aller un petit peu plus loin, l'idée, et dans la continuité de ce que tu as dit précédemment, c'est d'essayer de comprendre quelle va être la place et la fonction des imaginaires dans notre société et quelles répercussions ça va avoir sur la vie des individus et de manière plus générale sur les collectifs, comment ils vont ou non s'organiser pour pouvoir parler d'une transition ou alors pour pouvoir la faire. Dans Les Enfants gâtés, on est vraiment sur un discours du capitalisme responsable, donc une idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Et à la fin de l'ouvrage, je vous fais un petit peu de teasing. On est plus dans le maintien d'un statu quo avec une sorte de transformation de l'intérieur qui n'est pas suffisante, où on en parle beaucoup mais on ne fait pas grand-chose, même si à l'échelle des individus et des organisations, il y a plein de bouleversements et de changements qui sont à l'œuvre. Et ce n'est pas du tout une critique, ceux qui portent des Veja, c'est plus pour se dire comment moi aussi en tant qu'anthropologue je participe à diffuser et à construire un discours, et peut-être qu'il faut aussi déconstruire
déconstruire cet imaginaire-là. Et pour aller un peu plus loin de ça, une fois qu'on dit qu'il y a un statu quo et que peut-être le capitalisme responsable n'est pas la solution, comment on arrive à questionner cette difficulté que l'on va avoir de passer du discours aux pratiques. Et par le prisme anthropologique, une des réponses possibles, c'est de se dire, c'est bien d'avoir des récits, qu'ils soient positifs ou moins positifs, mais par contre, si le système de normes, de règles, sur ce qui nous semble logique dans le quotidien n'évolue pas, et bien au final, nos imaginaires, ils sont aussi un petit peu en panne. Donc comment on amène à une déconstruction plus globale au niveau de la question de contraintes par rapport à la norme pour essayer de dépasser ces imaginaires-là, d'un imaginaire qui est très dystopique, qui a aussi une fonction sociale et anthropologique, c'est le reflet d'une époque et de nos peurs, à peut-être d'autres imaginaires comme le solarpunk qui va être le frère ennemi du cyberpunk et des dystopies qu'on connaît, qui est beaucoup plus positif mais qui a beaucoup moins le vent en poupe. Alors, on va s'appuyer pas mal sur un travail que tu as fait avec des étudiants, avec le média l'ADN, pour imaginer effectivement à quoi pourraient ressembler nos futurs dans tous les champs de notre vie, vraiment très concrets, dans l'alimentation, dans l'habillement, dans le transport. On aura d'ailleurs pas le temps matériellement d'interroger tout ce que tu proposes. On peut retrouver le travail sur le site de l'ADN ou... Alors, pas encore. Alors, pas encore. Du coup, pour un... Non, pas trop vite. Petit retour en arrière, l'un des travaux sur la déconstruction des imaginaires pour en proposer de nouveaux, au-delà du technosolutionnisme ou de la décroissance, c'est de se dire comment, si on change les normes du quotidien, on se rend compte qu'une autre réalité est possible et que ce n'est pas forcément un avenir hyper sombre et dystopique. Et le point de départ d'un projet qu'on a réalisé avec mes étudiants de Strat en partenariat avec l'ADN qui va être publié dans les prochaines semaines, c'est de se dire, une contrainte c'est quoi ? C'est une norme qui n'est pas encore acceptée. Et dans une période de bouleversement et de transition comme la nôtre, c'est un petit peu chiant, parce que comme les normes ne sont plus forcément adaptées à l'urgence de notre époque, les contraintes ressurgissent. Et comme on est quand même dans une société qui est encore relativement cool, on a le choix de nos contraintes. Donc ce que j'ai demandé à mes étudiants, c'est de se dire, inventez-moi des nouvelles manières de faire société à travers des objets, à travers des routines quotidiennes qui prennent les contraintes d'aujourd'hui comme des normes de demain et qui vont être des excuses à la discussion et au final à des ouvertures de nouveaux imaginaires qui ne sont pas dystopiques, qui ne sont pas utopiques pour autant, mais qui montrent que, à travers des changements de pratiques, des changements de rapport aux choses ou à la valeur que l'on va donner aux choses, au final, des embryons de nouvelles sociétés sont possibles. Pour prendre un exemple emblématique, peut-être le plus simple, c'est l'avion. Et au fond, aujourd'hui, l'avion est encore vu quand même comme une norme socialement acceptée par beaucoup de gens. Cette salle n'est pas représentative de la société dans son ensemble. Donc en fait, toi, ce que tu as imaginé, c'est si le fly scam, donc ce mouvement de la honte de prendre l'avion, était devenu la norme, et où en fait le trafic aérien se serait mis à chuter sans avoir besoin d'une législation ou d'un pouvoir autoritaire qui décide de clouer les avions au sol en fait. Exactement, ça ressemble quoi à notre vie quotidienne, le rapport que l'on va avoir au déplacement, au voyage et à la mobilité, si par exemple le fait de se déplacer en avion, au-delà de ne plus être une norme, n'existe quasiment plus à l'échelle d'une vie ou d'un individu. Comment on réinvente ce rapport aux distances et aux espaces à l'autre? Quelles sont les nouvelles règles qui se mettent en place? Et du moment où cette contrainte est devenue une norme, en fait, elle disparaît aux yeux des individus et elle va amener à questionner, comme un effet domino, toutes les implications que l'on va avoir de manière directe ou indirecte sans jamais porter de jugement de valeur sur ceux qui prennent l'avion ou qui ne le prennent pas, parce que peut-être dans un monde différent, l'avion sera une option qui ne fera rêver personne. Yasmina, parce que l'imaginaire du voyage, ce sera plus d'aller sur une sur une plage de sable blanc au bout du monde, mais on aura réinventé une autre manière de voyager. Ou alors l'avion aura d'autres fonctions qui seront plus liées à l'entraide, à la réponse aux cataclysmes climatiques qui vont arriver. On va devoir aller aider les gens, on va peut-être avoir envie de les accueillir sur nos territoires. Oui, ça paraît loin comme ça, mais parfois ça peut aller très vite. Il y a des historiens qui montrent que
quasiment, peut-être pas du jour au lendemain, mais en quelques années, une pratique barbare, millénaire, comme le fait de bander les pieds des petites filles en Chine, s'est arrêtée du jour au lendemain, le jour où on s'est rendu compte que c'était pas acceptable. Et on peut imaginer que pour beaucoup d'autres choses, ça change. Dans plein de nos représentations, passons-nous quelques spots vidéo des années 80 et on va se rendre compte comment nos imaginaires sur les relations femmes-hommes, on parlait de la Reine des Neiges tout à l'heure, on serait mais outrés d'un grand nombre de choses qui étaient notre quotidien il y a 20 ans. Je renvoie la salle à une très bonne vidéo de Bolchegeek, ce qui en dit assez long sur son inclination politique, qui revient sur le fameux marronnier de est-ce qu'on ne peut plus rien dire et comment est-ce que nos imaginaires ont changé. Et en fait, il montre bien que ce qu'on ne peut plus dire, bah, c'est plutôt bien c'est plutôt bien que Michel Leb ne fasse plus d'accent absent honteux et raciste sur scène. Donc en fait, c'est plutôt un progrès quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Les filles à poil pour vendre les voitures, bon bah voilà. Oui, c'est mal. Excusez-moi, j'ai 45 ans, j'ai été élevé, donc à 8h moins 2, avant le journal télévisé, tout le monde trouvait normal que sur le premier programme de France, il y ait une fille qui se dessape à la fin, et ça s'appelait Cocorico Cowboy, etc. Enfin, exactement. c'était avant le JT de PPDA qui lui-même entretenait les relations, donc, que vous savez, avec les femmes. Donc voilà, ça peut évoluer, ça peut évoluer. Changer et très vite. Faudrait que ça aille plus vite quand même, parce que lui, on rappelle qu'il y a quand même 40 victimes et que pour l'instant, il est malheureux, mais il a quand même une émission sur Radio Classique, donc voilà. Ouais. Propriété de Bernard Arnault, ne jamais oublier d'où vient l'argent. Je vous propose de... Vous pouvez envoyer des questions si vous voulez, si y a le fan club de Bernard Arnault qui est là ce soir, pourquoi pas. Ah, il est là, il est nombreux. Je ne savais pas qu'il avait autant de... Je vous propose de regarder, alors vous pouvez envoyer des images sur ce QR code et puis on va regarder comme ça quelques réalisations qui ont été faites dans le cadre du travail de Fanny avec ses étudiants et puis vous pourrez les discuter toutes les deux. Ah bah non. Ah voilà. Alors, un monde sans plastique pour l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce que vous avez voulu représenter là et à quoi correspond ces 0,50 Alors, l'intention de l'étudiante derrière ce projet-là, c'était à la fois de questionner l'évolution de la réglementation par rapport aux emballages et à la réutilisation ou non du plastique à usage unique, mais également de nos imaginaires et de notre difficulté à changer nos habitudes et surtout à intégrer de nouvelles contraintes. Et elle, dans ce monde qu'elle a imaginé, en fait, tous les emballages nouveaux étaient interdits, mais par contre, comme nos routines quotidiennes ont la vie dure, c'était très compliqué, à la fois pour les professionnels comme pour les consommateurs d'abandonner définitivement ces emballages. Donc elle a imaginé une société où en fait il y avait de nouveaux rituels du quotidien où on désinfectait et on réutilisait jusqu'à mort s'en suive les emballages à la fois à l'échelle domestique mais également à l'échelle des professionnels et ça rend une situation absurde qu'elle a mis en scène où par exemple dans les supermarchés on aurait des contenants et des contenus qui n'auraient plus de lien entre eux parce que la force et l'attachement des emballages et du plastique que nous avons est trop forte. Donc à chaque fois, c'est soit de se dire à quoi va ressembler cette société si on prend comme point de départ une contrainte qui devient une norme, ou alors c'est de se dire on va avoir une réglementation qui va évoluer plus ou moins rapidement, mais comment nos attachements et nos habitudes nous amènent dans de l'absurde, et l'absurde a une fonction, c'est celle de nous faire réagir en disant bah ouais, on est peut-être un petit peu cons tous au quotidien avec ce fameux plastique ou ces fameux emballages, parce que même si on trie, même si on a fait plein de changements ces dernières années, bah, il y a encore des trucs quand même qu'on trouve bien pratiques. Yasmina, quand on regarde, pour comprendre à quel point c'est récent dans nos vies, quand on regarde un film d'Agnès Varda qui s'appelle Les Daguerréotypes, qui imagine donc la rue Daguerre à Paris, qui est une rue commerçante, on voit des gens qui rentrent dans des boutiques avec des bocaux en verre et qui disent bonjour, je voudrais 1 kilo de yaourt et je voudrais des confitures, etc. Et elle a déjà évidemment tous ces contenants et ça ne viendrait à l'idée à personne d'acheter des trucs déjà sous emballage, et on ne parle pas de la préhistoire puisque c'est donc la France des années 60-70 quoi. Oui, ou ça peut être aussi le syndrome de la zéro déchet d'aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pendant 18 mois essayé d'être zéro déchet. C'est un boulot à plein temps. Et pour y être, c'est beaucoup les femmes qui prennent cette charge mentale-là. Dans le monde où on est aujourd'hui, être zéro déchet, c'est vraiment c'est un enfer. Mais moi, ce que j'ai à dire sur cette campagne-là, c'est qu'en fait, enfin sur cette projection-là,
elle l'a projeté dans nos imaginaires d'aujourd'hui. Là, ce qui est intéressant, ça serait d'aller faire des pas de côté assez radicaux sur lesquels, si on n'a plus d'emballage, qu'est-ce qu'on a ? Et là, ça aurait été peut-être très porteur. Et pour ça, il faut aller réinterroger toute notre façon de nous alimenter, toute notre manière de produire notre nourriture, peut-être réinjecter des choses qui existaient. La consigne dont tu parles, moi aussi, quand j'étais petite, j'amenais la consigne. Dans ma période zéro déchet, c'était une vraie prod. T'arrives avec tous tes contenants. Mais pourquoi pas, si la société s'organise dans ce sens-là, pourquoi pas. Et c'est aussi s'imaginer qu'on va avoir des nouveaux métiers qui vont émerger. Peut-être qu'on aura appris, nous, petits, de la même manière qu'on a appris le français et les maths, on aura appris à produire sa propre nourriture. Et forcément, il en sortirait, je pense, d'autres prospectives, en fait. Voilà. C'est un enjeu sur lequel vous travaillez aussi, les nouveaux métiers. Imaginez effectivement que les géants de l'agroalimentaire se disent que, en fait, comme la norme, ça peut plus être de faire du jetable avec des pots yaourt. Ils vont eux-mêmes inventer des gens qui sont, je sais pas, des logisticiens de pointe qui seraient en lien avec les supermarchés pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'utiliser du plastoc. Exactement. L'école de design Strat héberge le master anthropocène de la redirection écologique d'Alexandre Monin, où on est exactement sur ces problématiques-là. Et en tant que futurs designers, les étudiants que j'accompagne doivent à la fois réinventer leur métier, mais également proposer des solutions, qu'elles soient matérielles ou servicielles ou simplement d'usage, qui permettent d'accompagner ces nouvelles contraintes. Et si on ne se réinvente pas, et c'est aussi cet absurde-là qui est questionné à travers cette campagne-là, et en fait, on ne pourra pas changer. C'est pas parce que les emballages sont interdits qu'on pourra se passer de plastique si on ne veut pas se passer de plastique ou si on ne réinvente pas de manière, on va dire, plus profonde tous les objets et toute la chaîne de valeur. Et comme tu le disais à juste titre, le zéro déchet ou le vrac, en fait, c'est un métier et un projet à part entière. Dans les enfants gâtés, je m'intéressais au changement de pratique et notamment à l'intégration du vrac, où le contenant qui était avant une norme devient une contrainte et qui va être remplacé par de nouvelles injonctions de limitation. Et pour les gens, c'est méga compliqué d'apprendre à avoir les bons contenants à la fois de transport comme de stockage, et comment on réapprend à la fois à consommer et à cuisiner autour de ces nouvelles normes contraintes dans une période de transition. Bien envie de rebondir sur un exemple, un travail de prospective qu'on a fait avec des planeurs stratégiques dans une grosse agence de pub, de s'interroger comment, et moi je leur donnais ce parcours-là qui est radical et qui au début les heurtait un petit peu, mais c'est là-dessus où c'était intéressant, c'est de se dire comment une chaîne de fast-food d'aujourd'hui devient dans 20 ans le chef d'orchestre des ceintures vertes autour des petites villes et créer des cantines au bout de chaque rue. Et je leur ai dit, on part du scénario radical que c'est arrivé, et vous, votre boulot, c'est juste de vous souvenir comment on serait arrivé là, et comment vous, votre rôle de conseil, aurait pu donner cette trajectoire-là. Quand tu fais ça, tu travailles autant sur l'imaginaire de ton client, quand tu es en agence conseil, donc sur l'imaginaire qu'il a de son propre modèle, qui peut effectivement se transformer complètement. Et en même temps, tu peux générer des campagnes qui vont commencer à sensibiliser le public sur cette question-là. Mais il change aussi les recettes, parce que ça m'évoque un slogan incroyable qui est « Whoever added an S to fast food is a marketing genius ». Voilà, donc un peu long à comprendre, mais... Oui, il faudra aussi apprendre à manger des steaks d'insectes. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire bouger. Hein. Alors, justement, merveilleuse transition vers la seconde slide, la Pacha cuisine, les racines ancestrales, cuisine durable. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit le principe de rétro-innovation, en se disant qu'une des manières de penser la transition et l'évolution des modes de vie, ça va être en se basant sur des solutions technologiques qui sont perçues comme nouvelles et qui vont apporter leur lot d'espoir et de croyance en disant qu'on va réussir à faire rimer cette fameuse transition avec la profitabilité économique.
dynamique. La rétro-innovation, c'est une autre manière de faire, c'est de se dire comment. C'est pas forcément une question de rétro-pédalage, mais comment on va s'inspirer des pratiques traditionnelles ou on va dire plus anciennes pour pouvoir les réactualiser et les intégrer dans le futur de la société. Et cette étudiante, dans ce projet-là, elle a imaginé des cuisines qui revenaient sur un principe de manière de faire la cuisine en Amérique latine parce qu'elle est originaire de là-bas, qu'elle remettait au cœur des villes pour pouvoir à la fois créer des liens et des lieux de synergie, mais également et avant tout en ayant des techniques de préparation culinaire et de chauffage qui sont sans électricité et qui reviennent à des savoir-faire avant les cuisines, on va dire, contemporaines, électriques et énergivores. Qu'est-ce que ça t'inspire, Yasmina ? Moi, ça me fait penser à ce premier restaurant solaire qui a ouvert à Marseille et voilà, qui est aussi... moi, le truc du rétro-pédalage, je suis à fond. Mais je suis un peu convaincue qu'en réception chez le public, c'est un peu malaisant, quoi. Cette idée de faire bien, c'est forcément faire comme avant. Donc j'aime bien prendre ça avec des pincettes et j'aime bien montrer des exemples qui vont allier, qui vont donner un goût de nouveau et parce qu'on est très curieux de nouveautés, c'est comme ça, on aime bien. Et je trouve que ces grandes paraboles de fours solaires qu'on trouve dans ces restaurants qui sont en train d'arriver, là, tu vois, ça pourrait faire on l'ajoute et ça met la touche de modernité qui rendrait ça super acceptable pour tout le monde. Autre exemple, c'est dans un secteur complètement différent, mais ça me fait penser à cette histoire de four solaire, une marque de luxe donc à Genève, ça s'appelle ID Genève, vraiment je vous invite à regarder. C'est une marque de luxe complètement circulaire. Ils vendent au prix de la Rolex une montre complètement éco-conçue où ils vont sourcer un métal très précieux dans toutes les poubelles du coin. Donc tout à l'heure on parlait de réenchanter l'imaginaire circulaire et se dire que nos poubelles vont devenir nos prochaines mines d'or. Eux ils l'ont vraiment fait comme ça. Et donc ils ont cet acier très particulier qui a des propriétés techniques, chimiques, tout ça aussi intéressantes que l'or ou le platine. Et ils le font fondre dans un énorme four solaire et franchement c'est super beau. Et donc il y a quand même cet enjeu de regardez, ça va être génial, ça va être kiffant. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire de cantine aussi partagée, c'est que nous les femmes on n'aura pas besoin de cuisiner 2 fois par jour et se demander ce qu'on a à faire à bouffer. On le fera 1 fois ou 2 fois par semaine pour tout le monde et ça je trouve que c'est plutôt super réjouissant. On peut aussi imaginer un monde où les mecs se mettent à cuisiner plus massivement, tu vois. Aussi. Ouais, on peut avoir les deux. La militante écologiste et prix Goldman, donc l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement, Claire Nouvian, quand on lui demande le monde de demain, dans une perspective écologique, elle dit c'est le monde d'hier, le racisme et l'homophobie, la misogynie en moins. Et effectivement, comment est-ce qu'on arrive à avoir ce genre d'imaginaire futuriste sans paraître justement réactionnaire? Comment est-ce qu'on dénoue la tension? On dénoue la tension. Moi, c'est vraiment le concept de rétro-innovation. C'est on prend des trucs qui marchaient bien dans le passé, qu'on a oubliés, qu'on a relégués pour plein de raisons et souvent des raisons économiques qui n'étaient pas les bonnes, et on les réactive et on les réactualise en les faisant évoluer à l'aune des contraintes actuelles et des nouveaux enjeux de société. Donc c'est pas le monde d'avant en pire ou juste à côté. En fait, c'est le monde de demain qui essaye d'être un petit peu moins con qu'il a été hier ou avant-hier, quoi. Alors, ce qui serait effectivement une bonne transition, décidément, quel talent, Fanny, vers ta 3e proposition. Donc, alors une création pro bono de Frédéric Becbédé pour la campagne, à côté de tes étudiants. Alors, évidemment, elle est un peu... je sais pas. Voilà. C'est toi qui m'as envoyé un portfolio d'une centaine et je sais pas pourquoi j'ai été un peu interpellé par celle-là. Alors c'est parti d'une manière très, on va dire, anodine et naïve, d'une étudiante qui a voulu imaginer un monde sans sucre ajouté. Et après, elle a été assez emmerdée parce qu'elle s'est dit qu'il y avait quand même des acteurs qui étaient assez importants dans le milieu et qui risquaient de pas être super contents si on ne pouvait plus ajouter de sucre dans la vie des individus.
individus. Et au-delà de tout le travail de recherche qu'elle a fait, parce que là, on vous présente un visuel, une punchline et ce qui va être publié dans l'ADN, après, c'est des synthèses. Mais du coup, elle a fait quand même un gros travail de recherche. Et je lui ai dit, bah, écoute, provoque un petit peu, et à quoi ressemblerait cette société si le sucre devenait interdit et devenait une denrée illicite, parce que le sucre n'est pas forcément bon pour la santé, même s'il est agréable à petite dose, et puis il y a un certain nombre de dérives. Donc en fait, on est reparti de ce principe-là et on a reconstruit l'ensemble de la consommation de sucre autour de cette nouvelle tension où Dadi, pour se réinventer, n'avait plus de grands espaces agricoles, plein d'usines, mais par contre des labos souterrains et d'îlets, en quelque sorte, l'or blanc, pour pouvoir le rendre toujours accessible dans la société et continuer à exister, parce que les entreprises sont un peu les églises de la transition. Donc si le sucre ajouté n'existe plus, quelle place et quelle fonction a Dadi? C'est peut-être notre prochain dealer. Et est-ce que c'est vraiment différent de ce qui se passe aujourd'hui? J'aime bien cette étudiante. Non, mais un silence qui... non, mais ça rappelle que ce qui est autorisé et ce qui est prohibé, c'est des constructions sociales. Exactement. Avec la prohibition aux États-Unis, évidemment. Donc moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à quel point elle traduit à la perfection, je trouve, cet imaginaire aussi alimentaire dans lequel on est, qui est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, tout de suite, et sans même avoir prendre le temps de se délecter de tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour que ce produit arrive là. Et donc cette question de remettre du désir dans ce qui est rare. Je pense qu'on a vraiment besoin de réorchestrer tout un récit autour de ça, de ce qui est précieux, de ce qui est rare, de ce qui se remettre un peu cette dimension-là et retrouver finalement des plaisirs simples, mais voilà, merveilleux. Donc c'était assez marrant cette histoire de Cam. Alors on va quitter le monde de l'alimentation. J'en profite juste pour vous donner une référence qui malheureusement n'est pas traduite en français pour l'instant, mais Michael Pollan a écrit un livre qui s'appelle Food Rules, donc les règles de la nourriture, avec des règles aussi élémentaires que Never eat something the name you can't pronounce, sur évidemment tous les conservateurs, et Never eat something your grandmother wouldn't recognize as food, ce qui me paraît être vraiment des conseils de très bon sens. Mais après, si vous allez dans un supermarché, vous avez lu Food Rules, vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre de trucs qui ne devraient pas être en vente. Alors, on a ouvert la journée avec Thomas Huriez, 1083, qui rappelait que le premier média que nous avons pour renvoyer une image de nous-mêmes, ce sont les vêtements. Et tu as beaucoup travaillé sur l'industrie de la mode. On regarde, c'est la suivante. Qui part sur effectivement ce qui paraît être à minimum une injonction contradictoire. Zara, couturier de la modération. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. L'idée, c'est de décaler le regard. Et là, le point de départ, c'était la place de la fast fashion dans les codes et dans les normes vestimentaires, avec toutes les dérives sociales et environnementales qui y sont associées. Le point de départ, c'était de se dire, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais comment ils peuvent avoir une place qui correspond à leur fonction, qui va être celle de donner des directives en termes de tendance, sans forcément s'inscrire dans un système de production, consommation, destruction, qui n'est pas forcément très cool. Et là, cet étudiant, ce qu'il a fait, c'est de se dire, si les acteurs majeurs de la fast fashion créent les collections, les tendances et amènent des mouvements de foule et d'achat, et peut-être que demain, ils ne feront plus de fringues, mais juste seront des tendanceurs et seront des coachs en style qui permettront en fait aux individus de savoir quoi faire des vêtements de leur armoire, savoir comment les agencer, mais qu'au final, ils ne seraient plus des producteurs et du coup n'amèneraient pas toutes les dérives sociales et écologiques associées. Donc c'est plus de se dire comment on peut déplacer leurs fonctions, ça va avec les logiques de nouveaux métiers, plutôt que de se dire uniquement c'est des connards, ils n'existeront plus dans le monde de demain ou d'après-demain, parce qu'on sait bien évidemment que c'est plus complexe. Personne ne dit que c'est des connards, on dit juste que c'est des gens qui se sont fait attraper 3 fois pour avoir fait travailler les enfants en Syrie, en Turquie et en Argentine, plus chez les Ouïghours. Donc bon, mais on ne dit pas que c'est des connards, on reste factuel. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors moi, ce que ça m'inspire, c'est d'aller s'interroger sur cette société du paraître, où finalement le vêtement,
il est là pour qu'on se sente beau, intéressant, belle, séduisante. Donc moi, là où j'ai envie d'interroger, c'est le vêtement en tant que ce qu'on ne sait plus cultiver de notre être. Et finalement, est-ce que aussi toute cette industrie du paraître, elle n'aurait pas à se reconvertir dans une industrie qui serait l'industrie de l'être? Et il y avait une autre, je vous invite vraiment à regarder ce catalogue quand il sortira. Il y avait un autre projet qui s'appelait la Mood Watch. C'est une montre qui montrait votre émotion du jour, votre état du jour. Et ça serait marrant de se dire, bon ben voilà Fanny, aujourd'hui ta montre elle est un peu... Donc je vais apporter du soin, de l'entraide, je vais t'entourer et tout ça pour que ta première réaction à ton bad mood, ce soit pas d'aller filer, faire du shopping et t'acheter une nouvelle robe, quoi. Voilà. C'est les tableaux à la sortie de l'école maternelle, on demande aux enfants voilà la météo des émotions. Donc quelque part, ce serait bien que les adultes aussi ne mettent pas leurs émotions à distance. Je regarde le chrono, donc pour que nous restions dans les temps, je vais vous demander la suivante: les étoffes éternelles, une société sans vêtements neufs. Donc là, l'angoisse pour beaucoup quand même. Mais... Exactement. Donc là, on va encore un petit peu plus loin. Et là, on change les valeurs et les imaginaires en se disant, on a des fringues qui dégueulent de nos placards. On a des décharges à ciel ouvert à travers le monde où il y a plein de fringues dont personne ne veut. Et à quoi ça ressemblerait si les vêtements neufs n'existaient plus, qu'on n'en voyait pas un dans notre vie, qu'on n'avait pas la possibilité d'en acheter, mais qu'on devait uniquement faire circuler et réinventer tout ce que l'on disposait déjà, que ce soit à l'échelle d'un placard, d'un foyer, d'un territoire, etc. Et ça amènerait plein de nouveaux métiers, ça amènerait de nouveaux rapports à la durabilité, à la réparation, mais également peut-être de nouvelles normes ou règles esthétiques autour de la customisation, autour de la réparation, autour aussi de l'alliance ou de l'alliage de différents matériaux qui constituent les vêtements. C'est plus de se dire, on en a tellement que peut-être ce qui nous semble logique aujourd'hui d'aller sur un site d'ultra fast fashion pour acheter des t-shirts à 1 ou 2 euros, et peut-être qu'au final on aurait une autre intention, une autre action et de nouveaux réflexes lorsqu'on voudrait faire évoluer un vêtement ou quelque chose. Comme vous le disiez tous les deux tout à l'heure, en fait il y a une centaine de projets et on a d'autres étudiants qui sont allés plus loin, qui ont même imaginé des Tamagotchi à Ouïghour, où au final, en fait, comment on arrive à reconnecter les deux extrémités de la chaîne de valeur autour de la fast fashion. Et si, quand on achète un t-shirt chez Shein, on est directement concerné et responsable de la vie et du bien-être de l'employé ou de l'esclave ouïghour qui l'a fait, peut-être que nos vêtements auraient une autre place. Donc là, c'est la version sympathique. Peut-être que le neuf n'existe plus, mais on a aussi des versions plus radicales où au final, on est responsable de nos choix, mais de manière directe, où on se rend compte qu'on a quand même la vie des gens entre nos mains. Trop bien. Alors moi, pour apporter quand même, apporter cette note, on n'est pas très loin de la réalité en fait. Dans l'imaginaire, moi, j'ai grandi dans une famille assez pauvre, etc. On avait des vêtements qu'on achetait d'occasion au marché et c'était grave la honte. J'avais trop peur de croiser des copines au marché quand on achetait des vêtements d'occasion. Aujourd'hui, c'est cool. Aujourd'hui, c'est ça le nouveau cool, c'est d'être en vêtements d'occasion. Donc là, je trouve que la société, elle fait aussi Moi, je travaille beaucoup sur les industries culturelles et créatives. Je trouve qu'ils sont en retard, en fait. Les gens qui racontent les histoires, sur certains aspects, ils sont en retard. Le covoiturage, c'est devenu mainstream. On ne voit pas assez dans les séries, dans les émissions, des gens covoiturés. Sur la question des vêtements, pareil, ça arrive. Et donc, je dis plus signaux faibles, j'ai failli dire le signal faible, je dis réalité émergente maintenant. En réalité émergente, on a à la Fashion Week
2024, là pour la collection printemps-été 2025, une pionnière du stylisme éco, green, tout ce que vous voulez, qui a fait un défilé pendant la fast fashion avec Oxfam. Et donc là, ça rejoint ce que tu es en train de dire. On a des ponts qui se créent dans des mondes qui d'habitude ne se parlent pas parce que forcément, le textile et la mode, c'est les méchants et les ONG, c'est les gentils. Ben là, il y a des alliances qui sont en train de se créer pour justement donner des nouvelles normes. Et il y a eu tout un défilé qui s'appelle Style for Change, que vous pouvez voir, et où on a vraiment tout le comment dire, le dispositif de la vraie Fashion Week, mais qu'avec des vêtements récupérés et surtout avec plein de messages qui justement soutiennent ce nouvel imaginaire. Rob Hopkins avait sorti il y a quelques mois une fausse couverture de Forbes en 2030 qui serait les top jobs, et un des top jobs c'était Organic Stylist. Donc c'est aussi, on peut avoir des vêtements, on peut avoir un monde où on a des vêtements neufs, mais qui ne viennent pas des mêmes sources. Et donc, voilà, pourquoi pas à base de champignons, pourquoi pas à base de chanvre, qui est une matière qui est géniale pour l'alimentation, l'éco-construction, la fibre textile. Voilà, donc il y a plein de choses super qui se profilent, moi j'ai envie de dire. Alors mesdames, vos propos font réagir, il y a pas mal de questions, mais j'avais une dernière création que je voulais montrer, et non pas partager, parce que c'est une faute de français. Le Émile Zola revu par Adidas. Voilà, exactement. Donc là, c'est pour avoir une note positive à la fin. Donc là, en fait, c'est l'idée d'un monde qui est beaucoup plus radical et où on laisse plus rien passer aux géants et aux grandes entreprises. Et là, derrière, c'est plus une société de la surveillance, mais pas une société de la surveillance citoyenne, mais plus des citoyens, justement, qui vont surveiller, qui ne vont rien laisser passer aux industriels, aux grandes entreprises, pour pouvoir démasquer, déconstruire à la fois les discours et surtout leur tendance à orienter notre regard vers ce qu'ils font différemment ou mieux, et du coup de mettre sous le tapis tout ce qui ne fonctionne pas encore très bien. Donc on aurait une sorte d'ouvrage, de bible de référence qui là s'appelle J'accuse, et qui permettrait de lever le voile sur les écarts entre le discours et la réalité des plus gros pollueurs de notre époque. Qu'est-ce que t'inspire ce gigantesque Walk of Shame super génial, et ça existe encore, iBoycott, qui est déjà une organisation, enfin l'organisation entre citoyens pour s'alerter les uns les autres Ils ont fermé? Faut réouvrir. Oui, non, bien sûr, on n'est pas seulement sur le terrain du bisounours, justement. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup de choses à faire sur le terrain de l'indignation. Alors, quelques petites questions pour terminer qui sont en méta, en chapeau de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Je commence par celle-ci. Comment est-ce que ces nouveaux récits peuvent percer face au poids d'influenceurs qui font l'apologie de l'ultra-consommation, la frénésie de voyage aux quatre coins du monde en un temps record, et comment inverser ces récits actuels avec des récits réseaux sociaux contradictoires? Il y a une jeune femme qui s'appelle Amélie Deloche qui travaille sur les influenceurs for good, dont on voit bien qu'en fait les influenceurs for good ont un nombre de vues, de stories, de partages qui est infiniment inférieur aux autres, notamment parce qu'ils n'ont tout simplement pas des contenus sponsorisés, contrairement aux autres. Donc là, il y a quand même, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de vin, quoi. Moi, pour avoir beaucoup travaillé pour un mouvement qui s'appelle On est prêt, qui est une association qui justement utilise l'influence et les réseaux sociaux pour faire advenir un monde plus respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine, c'est un par un. Il faut aller le chercher un par un. Donc là, en ce moment, ils organisent des résidences où ils les prennent par... ça va être terrible ce que je vais dire, mais ils font des cohortes où l'influence peut toucher par exemple 2 millions de personnes. Vous allez avoir 10 influenceurs qui, eux tous, peuvent toucher 2 millions de personnes, et qu'on embarque 2-3 jours à la campagne, au vert. Et là, il y a ce travail dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la légitimité à prendre la parole sur ces sujets, parce que beaucoup d'entre eux se disent, si je dis un mot, le mot écologique, je me fais la minute d'après. Donc il y a tout un accompagnement à faire avec eux, et c'est vraiment un par un.
Et on a vu des grands twists. Swan Périssé, maintenant, elle a pendant un certain temps eu 2 chaînes qui cohabitaient avant d'être vraiment l'influenceuse écolo qui cartonne aujourd'hui. Oui, il y a du boulot, c'est vrai, c'est pot de terre contre pot de fer, mais il faut pas lâcher. Voilà, nous n'avons de toute façon pas le choix. Fanny, on a cité un certain nombre de masters qui sont dans des écoles, donc il y a une question sur quelle place les universités jouent dans la transformation des imaginaires. Alors, normalement, elles doivent avoir un rôle qui est crucial. Normalement, les enseignants-chercheurs doivent se questionner, repenser à la fois leur discours, leur méthode et de manière plus générale les programmes et les syllabus. Après, moi, je peux parler que de ce que je connais, qui est l'école dans laquelle j'enseigne. Nous, il y a eu un tournant qui a été pris de se positionner quasiment uniquement sur l'habitabilité du monde. Ça nécessite pour les enseignants-chercheurs de repenser les maquettes pédagogiques, les syllabus, ce qu'on leur apprend et surtout quelles vont être les idées ou les valeurs que l'on va donner à infuser à travers les projets qu'on leur demande. Donc en gros, c'est une remise en question permanente de la part du corps enseignant et également une responsabilité qu'on essaye de faire comprendre aux étudiants dès leur arrivée dans l'école. C'est pas forcément simple, mais ce qui est intéressant, c'est que là, avec les Master 2, on se rend compte sur les mémoires de recherche que, en fait, on est passé pour des relous pendant 5 ans, mais il y a quand même des trucs qui sont passés. Et au final, c'est violent. Je leur dis souvent que c'est du sang et des larmes pour qu'ils soient des bons designers et qu'en plus, ils aient un impact positif sur eux-mêmes, sur les autres et sur le vivant. Il y a des trucs qui passent, donc c'est quand même positif ça. Alors il nous reste 3 minutes, donc je vais répondre à la question comment réagir habilement au récit dangereux de l'extrême droite. En sortant en librairie Kléber, le livre de mon ami Salomé Saké, Résister, Payot a fait un effort incroyable, ça coûte 5 €. La moitié du livre répond spécifiquement à comment faire. Première moitié, pourquoi c'est dangereux, bon, vous pouvez aller vite. Deuxième partie, comment faire. Voilà. Une question pour toutes les deux, pour terminer, parce qu'au fond, elle interroge vraiment en chapeau cette question des récits. Quelqu'un nous demande, les sujets sont de plus en plus clivants dans l'opinion publique, et évidemment, on voit bien ce soir le fait même qu'on n'ait aucune idée de qui soit le vainqueur de l'élection, alors que normalement avec une quantophrénie on sait tout à la voix près, sur 2 projets de société qui sont quand même, disons, assez distincts, fait qu'un récit ne peut pas être désiré par tous. Et d'ailleurs, si c'est une candidate qui l'emporte, on sait que demain il y aura sans doute des actes séditieux, des manifestations de mécontentement assez exacerbées. Donc comment réconcilier tout le monde dans un récit qui soit pourtant désirable au sens de l'intérêt général? C'est-à-dire qu'évidemment, là on voit bien qu'avec tous les récits que tu as portés par tes étudiants, il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est fabuleux et d'autres qui vont crier à la censure, au retour des Khmers verts, à l'État qui nous empêche on ne peut plus rien faire, etc., etc. Est-ce que c'est possible de trouver un récit un peu unificateur? Dans l'absolu, la raison voudrait que, comme on n'a qu'une planète, il va bien falloir. Et dans la pratique, ça a l'air plus compliqué. Alors, dans la pratique, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûre que ce soit si souhaitable que ça, notamment dans No Carbone. J'interroge une pluralité d'imaginaires et de manières de faire société. Et peut-être que l'imaginaire dominant de demain, ce sera un imaginaire qui agit dans le sens du collectif, mais qui va accepter une pluralité de manières de faire société en fonction des territoires, en fonction des idéologies, et plus parler en termes de maillage. C'est ce qu'on appelle la théorie des mondes composites en anthropologie. Et au final, est-ce qu'un récit dominant est encore d'actualité face à la polarisation de nos sociétés et à la montée des extrêmes? J'en suis pas certaine, mais ça ne tient qu'à moi. Même question. Alors, complètement d'accord. Et puis ça se change pas. Moi, je crois beaucoup au temps long. Les imaginaires, ça se remplace pas du jour au lendemain. C'est vraiment un empilement, c'est un millefeuille. Et comme tu le disais, moi je crois beaucoup, et je fais en général quand je termine les conférences, je montre un artefact. Donc j'ai utilisé Midjourney, ben oui, l'IA for good, ça peut exister, et je donne ma vision de mon 2050 à moi. Et je dis mais ça c'est juste mon pays, c'est juste mon village, c'est juste mon territoire, donc il ressemble à ça, mais chez vous c'est
complètement différent parce que vous avez une histoire différente, vous avez des forces et des faiblesses qui sont différentes, vous avez une population qui pense différemment et donc je crois beaucoup à ces nouveaux récits hyper locaux, à des paysages très singuliers, très différents les uns des autres. Et puis, voilà, nous sommes organisés en archipel et on s'envoie des messages par pigeons voyageurs et c'est super. Ben voilà, il n'y aura pas de grand remplacement, virgule, des imaginaires, mais une myriade d'imaginaires futurs. Ça me paraît être une excellente conclusion. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous tous, vous toutes, pour toutes vos questions. On va conclure tout à fait. Je vais demander à Guillaume Kaufmann de me rejoindre sur scène. Vous pouvez rester, on va conclure ensemble. Allez, voilà, t'as ton jingle quand même, que tu ne sois pas privé de... Ah oui, toi en plus t'as le... Allez, toi t'avais le plus chaud quand même, mais bon, ils ont pas envie de danser en régie, donc... Donc nous sommes des enfants gâtés, Guillaume, tu as bien compris ? Effectivement. C'est comme ça que ça s'appelle, les enfants gâtés. Je te laisse le mot de la fin, ce que tu retiens de cette journée, et puis tu as aussi sans doute envie de dire quelques merci. Merci beaucoup. Effectivement, ce que je retiens de cette journée, et je vais reprendre une phrase que Steve a l'habitude de dire, c'est qu'une tradition, c'est une innovation qui dure dans le temps. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont attachées aux traditions ici, puisque vous avez été plus de 1400 participants sur cette journée, en présentiel et en ligne. C'est un tout petit peu moins que l'année dernière, mais ça reste dans les mêmes tendances, dans l'épaisseur du trait, comme on dit. Et c'est un sacré challenge. Voilà. Quel sens pour la croissance ? On en a parlé, le terme. Aujourd'hui, nous, on ne cherche pas forcément à avoir plus d'adhérents, plus de participants, même si, avec tous ces nouveaux imaginaires, j'espère que demain, on sera quand même 4000, parce que ça reste notre objectif à plusieurs. Plusieurs imaginaires, on a vu là plusieurs imaginaires construits à partir de contraintes. Et pendant l'intervention, je me suis posé la question de qu'est-ce que ce serait un forum dédié sans partenaire. Alors, je vous avoue que j'ai failli faire une syncope quand même, parce que pour moi, le récit serait un peu dystopique. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas faire un forum DD sans partenaire. Donc, effectivement, je ne sais pas si on peut remettre la diapositive avec tous les partenaires, mais c'est effectivement un travail qui est fait tout au long de l'année. Ça a été rappelé ce matin. Là, c'est une journée, mais c'est des mois de travail avec les partenaires. Et si je reviens sur le thème, quel sens pour la croissance ? En tout cas, en termes d'énergie, je peux dire que de la part des équipes, ça a été exponentiel ces derniers temps. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on remercie et qu'on applaudisse l'ensemble de l'équipe organisatrice, notamment Fanny, du coup Myriam et Camilla, qui ont œuvré ces derniers mois pour que cet événement puisse avoir lieu aujourd'hui. Et du coup, j'ai aussi retenu qu'il faut remettre un peu du désir dans ce qui est rare. Donc, c'est pour ça que le forum DD, c'est qu'une seule fois dans l'année. Donc voilà, j'espère que vous ne repartirez pas avec votre dose de sucre, mais avec l'envie de revenir l'année prochaine pour cet événement. Et j'invite aussi, avant de clôture, par un petit cocktail pour ceux qui ont envie ou ceux qui préfèrent continuer à s'inspirer, à aller sur la deuxième conférence territoriale de la ville de Strasbourg, qui a lieu juste derrière. Mais avant ça, j'invite tous les partenaires et toute l'équipe à nous rejoindre sur scène pour une petite photo. Et vraiment, encore merci de les applaudir, tous ces partenaires qui nous ont appuyés tout au long de l'année. Ton appel a été plein. Ouais, alors là, on sent l'énergie là. J'avoue qu'ils sont plus dynamiques que tout le reste de l'année. Mais sans musique, c'est pas facile. Est-ce que la régie peut nous mettre un petit jingle, voilà, pour encourager, pour une petite photo d'au revoir avec toute l'équipe ? Vous êtes à l'heure.